Bonjour à tous. J'ai démarré la réunion. Ah, tout le monde se connecte. Je vais attendre un petit peu. Tac. Peut-être 2, 3 minutes. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde m'entend bien. On va encore attendre juste 2 minutes que les dernières personnes qui veulent se joindre se connectent. Et puis on va démarrer la session. On avait un petit souci technique avec le partage d'écran, donc on est un petit peu en retard pour le démarrage, mais on va rattraper ça. Ok, je vous propose de démarrer. Il y a encore quelques personnes, je vois, qui se connectent, mais on va pas faire patienter trop tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Merci à tous d'être présents pour cette session qui est dédiée donc à la plateforme MyPermit. Moi, je suis Jean-Baptiste Dimonche, donc je suis le chef de projet du projet MyPermit. Donc, je travaille à Urban sur ce projet depuis 3 ans maintenant. Je suis accompagné de Gabriel Defresne. Je te présente Gabriel, c'est peut-être plus pratique avec tout le monde. Gabriel Defresne, donc, qui est la Product Owner MyPermit. Product Owner, en fait, c'est la personne qui gère les fonctionnalités qui sont développées sur MyPermit, prend en compte vos retours d'utilisateurs et les demandes de changement pour prioriser les travaux et faire évoluer la plateforme au jour le jour avec des nouvelles fonctionnalités, comme vous devez le voir aussi de votre côté. Donc, on remercie l'Ordre des architectes. Moi, je suis chez eux aujourd'hui. Ils m'ont accueilli pour faire ce webinaire. On a travaillé avec l'Ordre depuis le début du projet pour mettre en place MyPermit, qui est maintenant ouvert à toute la région bruxelloise. Donc, je pense que c'était le bon moment pour faire cette session d'introduction. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va couvrir? On va vous présenter la plateforme MyPermit, donc la plateforme de demande électronique de permis d'urbanisme en région bruxelloise euh, pour tous les demandeurs et architectes qui veulent faire des demandes de permis d'urbanisme de manière électronique en région bruxelloise. Je crois qu'on enregistre la session et pour les modalités aussi, aujourd'hui, on va prendre les questions par écrit. Il n'y aura pas d'échange oraux parce que vous êtes très nombreux à avoir rejoint la formation. Donc, voilà. Le premier point que je voulais aborder simplement aussi, c'est euh,
Le but aujourd'hui, c'est de vous montrer la plateforme MyPermit de manière live. Il n'y a pas de présentation, on fera un petit récap à la fin pour vous expliquer et pour voir en fonction aussi des questions les points qu'on fait dans un compte rendu. Mais on va vous expliquer la philosophie de la plateforme, comment ça fonctionne et vous montrer comment on fait une demande de permis d'urbanisme de manière électronique sur la plateforme. Je reconnais déjà quelques noms dans la liste des participants qui ont été en contact avec nous, donc c'est que vous connaissez déjà un peu la plateforme. Très rapidement, l'agenda, je vais vous présenter au début l'interface de MyPermit, principalement aussi un des points importants, où trouver de l'aide quand vous utilisez la plateforme. Gabriel ensuite vous montrera comment compléter une première demande de permis d'urbanisme 100% électronique via la plateforme MyPermit. Et on couvrira donc plusieurs aspects, à la fois comment faire cette demande, comment collaborer sur un dossier, comment signer un dossier, comment faire le suivi de mon dossier ensuite. Et aussi, une fois que le permis a été délivré, on a mis en place des nouveaux formulaires assez récemment sur le suivi après la délivrance du permis. Donc, on vous montrera tout ça aujourd'hui. Voilà. Donc, sans transition, si vous voyez tous bien mon écran toujours, oui. Euh, Oui, MyPermit, c'est parfait. quoi? Merci, Yves. Vous vous connectez à mypermit.urban.brussels et vous arrivez sur le site web MyPermit, la plateforme donc bruxelloise. Un premier message vous accueille qui est important pour les architectes qui ont pas mal de demandes et qui le font régulièrement. On fait un petit pop-up avec toutes les mises à jour des dernières versions de MyPermit. On travaille de cette manière-là parce qu'on fait régulièrement des mises à jour de la plateforme. Donc, il est important de pouvoir suivre ça et de le prendre en compte au départ. Et on met tout le temps le lien aussi vers ce qu'on a appelé la release note. Donc, je vais cliquer dessus. J'ai pas mal d'écran. Comment je fais pour réduire ça? Je ne sais pas si. Oui, ma petite fenêtre. Voilà. Je peux pas le virer, ça? Alors, il y a une barre de menu qui me cache un peu mon écran. Et voilà, donc on arrive sur la page des release notes dans lequel, donc là on doit mettre à jour parce qu'il y a eu une release il n'y a pas longtemps, on en est à la 2.8, qui vous explique qu'est-ce qu'on a fait par release, donc toute la vie de la plateforme MyPermit depuis ses débuts en novembre 2020. Je retourne sur MyPermit, je suis obligé à chaque fois de switcher. Je ferme, j'ai bien lu le message. Et donc, je vais me connecter sur la plateforme. D'abord, je vais juste vous expliquer rapidement, comme je vous le disais, l'interface de la plateforme MyPlan. En haut, vous allez trouver un bandeau avec la possibilité de se connecter. On se connecte à MyPermit via sa carte d'identité ou via son e-ID. Il faut s'authentifier pour faire des demandes de permis d'urbanisme en ligne. Vous allez trouver la rubrique d'aide et de support et la langue du site. Vous pouvez donc consulter MyPermit en français ou en néerlandais. Directement, je pense que c'est un point important, on va vous montrer la rubrique d'aide et de support parce que c'est un des points d'entrée pour vous, architectes majeurs, pour nous contacter, nous, l'équipe MyPermit ou les services qui travaillent pour l'équipe MyPermit parce qu'il y a toute une équipe de développement derrière, il y a des services de support aussi qui sont en place. Et donc, quand vous allez sur l'aide et le support, vous allez pouvoir directement consulter des articles que l'équipe a rédigés pour vous renseigner sur comment faire une demande d'un MyPermit, comment se connecter, introduire sa demande, etc. Donc, vous pouvez soit naviguer dans les différentes pages. Il y a un moteur de recherche assez bien fait qui va vous présenter, par exemple, si je tape signature dedans, il va me présenter tous les articles dans lesquels il y a signature et qui ont trait à la signature d'une demande de permis d'urbanisme électronique. Si, par exemple, signer et soumettre une demande, je vais dedans et donc je tombe sur l'article qui référence cela. Dans la mesure du possible, c'est pas la personne qui nous a rejoint au support justement doit encore mettre quelques captures d'écran à jour, mais s'il y a besoin, on fait des captures d'écran de la solution et voilà. Donc vous pouvez naviguer sur ces articles, d'accord?
Il y a un guide de troubleshooting et on trouve aussi sur ce site d'aide et de support donc les release notes comme j'en ai parlé précédemment. C'est important pour nous que vous alliez consulter cette FAQ pour justement aussi prendre de l'expérience et que ce soit le plus simple. Si jamais vous ne trouvez pas les réponses à vos questions dans la FAQ, il y a un formulaire de contact en bas de page d'accueil. Et c'est pareil, on a construit ce formulaire de contact vraiment pour que les personnes, d'abord, si possible, aillent se renseigner avant de contacter l'équipe MyPermit pour qu'il y ait un délai de traitement de vos demandes qui soit optimum. Et surtout, l'idée, c'est que les gens puissent être autonomes sur la plateforme. Donc, c'est un menu déroulant à tiroir. Si je rencontre un problème pour un dossier 100% électronique et je veux compléter une demande, eh ben, je peux à chaque fois consulter, dire quel est mon problème. Si le problème est connu dans la FAQ, on me renvoie vers un article. Si je n'ai pas trouvé la réponse à ma question, alors vous pouvez contacter l'équipe MyPermit via le formulaire de contact ici, dans lequel il faut renseigner votre email, vos coordonnées et bien entendu donner un maximum de détails sur votre problème rencontré, le sujet et si vous avez un numéro de dossier, bien entendu, donnez votre numéro de dossier. Vous avez la possibilité aussi de charger donc, des captures d'écran, des fichiers explicatifs. Donc c'est important pour nous pour qu'on puisse qualifier votre demande et répondre au plus vite à vos sollicitations si nécessaire. Voilà donc pour les pages d'aide. On a fait un effort pour que ce soit le plus clair possible. Pareil, si vous avez des remarques, vous n'hésiterez pas, je pense, à nous en faire part. Je vais maintenant revenir sur le site MyPermit en lui-même. Oups, pardon. Et ça sera plus simple. Ça aussi, je peux. Voilà, je reviens sur MyPermit. Voilà pour le bandeau du haut. Maintenant, on arrive donc sur le nerf de la guerre sur MyPermit, qui est qu'est-ce que MyPermit? Qu'est-ce qu'on peut faire avec MyPermit et comment on le fait? Deux petits points d'introduction. MyPermit, c'est la plateforme qui vous permet d'introduire une demande. On a une petite section sur les dernières news qui fait un peu écho au pop-up que vous avez vu au départ. Et ensuite, vous avez donc quatre boutons selon les quatre actions principales que la plateforme permet de faire. Tout d'abord, introduire une nouvelle demande 100% électronique. Donc, on insiste sur le fait que c'est une nouvelle demande, c'est pas une demande papier qu'on va transformer. C'est un des points très importants qui est des fois pas toujours compris. MyPermit, c'est 100% électronique du début à la fin. En revanche, on ne va pas transformer un dossier papier en demande 100% électronique. On ne va pas se mettre à gérer un dossier papier en électronique après. Il restera papier et le papier fait foi. Donc, si jamais il a été introduit en papier, qu'on vous demande de mettre des compléments dans MyPermit, qui est le deuxième bouton ici, il faudra continuer à donner vos compléments en papier. C'est important à souligner. Donc, une première option, introduire une nouvelle demande, Gabriel va vous le montrer. On peut compléter une demande existante ou signer une demande. Et dans compléter une demande, en fait, maintenant, on peut faire différentes actions de communication entre l'administration et le demandeur et les architectes qui collaborent sur un dossier pour bah, suivre l'avis d'un dossier, ajouter des compléments, introduire des recours, etc. Donc, on va vous montrer tout ça après. C'est via cette option-là qu'on peut faire cela. Et c'est aussi via cette option-là qu'on peut mettre ces compléments, comme je vous le disais, pour un dossier papier. Quand on a un accusé de réception en complet un papier, maintenant on demande une version électronique et il faut mettre les compléments sur MyPermit et c'est via cette option-là. Troisième option, introduire les documents pour une enquête publique. Là, le système n'a pas changé par rapport au papier avant MyPermit. Vous utilisez le système Share pour mettre vos documents sur l'enquête publique. Et ce bouton, je peux le montrer directement ici, arrive sur le site share.urban.brussels sur lequel normalement les personnes sont rodées pour ajouter des documents à l'enquête publique. Donc, la demande. Et le dernier point sur lequel je vais monter aussi parce que c'est assez rapide, il y a un formulaire pour notifier les actes et travaux temporaires en cas de chantier temporaire. C'est un formulaire un petit peu différent parce qu'il n'est pas hébergé par la même plateforme,
mais il fait partie de la plateforme MyPermit et donc vous pouvez ici déclarer que vous êtes dispensé de permis pour des travaux temporaires et voilà, vous devez géolocaliser un projet, par exemple cette parcelle-là. Je suis pas facile, mon écran est un peu petit aujourd'hui. Alors d'abord, on envoie. Ah oui, pardon, j'ai changé de. Ouais, c'est une petite zone ici, voilà, normalement. Ça doit être bon. On me pose donc quelques questions qui concernent donc les dispenses de permis d'urbanisme. Et à la fin de ce formulaire qui est un petit peu long, vous pouvez envoyer le formulaire. Et c'est tout ce qui se passe. C'est une obligation quand on est dispensé. Maintenant, il faut soumettre le formulaire. Néanmoins, il n'y a que ça à faire pour les dispenses pour les travaux temporaires. J'espère que c'est clair pour vous. Donc, si vous avez des questions, vous les posez par écrit. Je vais laisser la main à Gabriel qui va vous montrer donc comment se connecter à la plateforme MyPermit et introduire une nouvelle demande 100% électronique. Je te laisse le partage. Oui, bonjour à tous. Alors, voilà. Jean-Baptiste, tu vois bien mon écran MyPermit? Je vois ton écran. Ok, top, merci Yves. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on introduit une demande sur MyPermit. On va vraiment rester dans quelque chose de, comment dire, pas technique, mais on va pas parler de métier ici, donc on va pas non plus vous montrer tous les cas possibles pour introduire une demande de permis, mais un flux basique pardon, que tout le monde connaît. Désolée. Voilà, donc pour introduire une demande de permis, on va passer sur cette huile-ci, comme l'expliquait Jean-Baptiste, pour introduire une demande de permis 100% digital. On va devoir choisir pour qui on l'introduit, donc au nom de qui, soit au nom d'un particulier, soit au nom d'une entreprise, soit au nom d'une administration de droit public, par exemple, au nom d'une commune, au nom de la STIB ou au nom d'une école. Pour aujourd'hui, comme je suis enfin, en tant que personne physique, je vais utiliser au nom d'un citoyen. Ici, vous voyez qu'on a un projet standard. Dans certains cas, par exemple pour une administration publique, on va pouvoir avoir des flux qui sont simplifiés, comme vous allez le voir ici. Pour les antennes GSM, tous les écrans et toutes les parties de l'annexe 1 de demande de permis ne sont pas nécessaires. Et dans ce cas-là, finalement, on simplifie la complétion de la demande. Pour le moment, il n'y a qu'une sorte allez, de projet type. Le but étant d'avoir beaucoup plus de projets tels que aller abattre un arbre, installer une véranda, ce genre de choses. Donc ici, je vais revenir aux citoyens avec mon projet standard. Ici, on a noté toutes les conditions d'accès à la plateforme. Donc, vous le savez, il y a peu, toutes les communes sont entrées dans le projet, mais ce n'était pas le cas auparavant. Et donc, c'est ici qu'on vous dit finalement ce que vous pouvez faire ou que vous ne pouvez pas faire, les restrictions éventuelles. Donc, ici, quasi tout le scope est couvert, mais par exemple, vous ne pouvez pas encore introduire un permis de lotir. Donc, c'est à cet écran-ci qu'on le note. Alors, vous allez voir aussi que quand vous vous connectez pour la première fois pour créer une demande, on vous demandera toujours un email, puisqu'on est en digital. Donc, c'est important qu'on puisse communiquer, enfin, qu'on puisse communiquer avec vous en tant que demandeur ou architecte. Et donc, on a besoin de cette adresse. Alors, le premier écran,
c'est le premier écran des informations préliminaires. C'est la partie où on va renseigner tous les. Gabriel, on t'entend plus. Euh, Mon écran, il est bloqué. Yves, elle est bloquée aussi chez toi? Oui, je confirme. Voilà, elle va devoir se reconnecter. C'est gelé, frozen. Est-ce qu'elle répond? Est-ce qu'elle est bloquée? Ouais, te revoilà. Ça s'est coupé. Tu m'entends là? Je t'entends, ouais. T'es Je- revenu. Je t'entends aussi. Ok, désolé. Voilà. Donc, je ne sais pas du coup jusqu'où vous m'avez entendu, mais En fait, ça t'avait pas commencé, tu étais au tout début. Ça a coupé juste là. ok. Donc voilà, donc c'est à cet endroit-ci qu'on va reprendre tous les participants à la demande, les intervenants qui sont soit demandeurs, architectes, les personnes de contact. Parfois, on a des entreprises où finalement, on va avoir des personnes spécifiques qui vont répondre aux questions métiers de l'administration. Et alors, ceci, l'auteur de projet, qui est plus pour des demandes sans architecte, où on pourra avoir un auteur de projet. Donc tout ceci est à encoder dans cet écran-ci. Donc, euh, première chose, c'est le demandeur du projet qu'on va pouvoir ici compléter. Étant donné que j'ai commencé la demande en tant que personne physique, ben, on a coché automatiquement personne physique. Puis je vais reprendre comme dans l'annexe 1, quelle est la qualité du demandeur, ici propriétaire, nom, puisque ça va me permettre de valider à la fin le processus et de signer ma demande en tant que demandeur. Alors, je vais reprendre aussi ici les coordonnées, euh, donc l'adresse, le numéro de police et le code postal. Voilà. Donc, je vais enregistrer ce que j'aurai complété. Vous voyez, demandeur Gabriel Defresne. Ici, je vais aussi ajouter un architecte qui sera aujourd'hui Jean-Baptiste, qui sera l'architecte principal. Il ne peut y avoir évidemment qu'un architecte principal. Ici, il sera auteur des plans et responsable du contrôle. Et je vais prendre un architecte privé. Par contre, ici, j'ai pas bien fait mon devoir parce que j'ai oublié de prendre un numéro de matricule. Donc, je vais vite en chercher un. Toutes mes excuses. Sauf si Monsieur l'apôtre en a un sous la main. Il cherche aussi. Merci. On est en effet connecté avec la base de l'ordre pour les numéros de matricule. Donc, vu qu'on est en production, il doit être. Oui, pendant qu'on cherche un numéro, donc quand vous allez ici introduire le numéro de matricule, s'il n'est pas repris dans la base de données de l'ordre des architectes, vous ne pourrez pas introduire euh, le dossier, puisque pour les demandes qui sont soumises à architecte, le fait d'être reconnu à l'ordre est obligatoire. Enfin, toutes mes excuses.
150 35, oui. Ah, oui. Ah, je t'en ai mis un dans le chat, Gabriel. Ok, top. Attends, je retrouve le chat. Ou 150 Ok, merci. Donc voilà. Vous voyez, là, c'est en ordre. Si j'avais fait ceci, le format du numéro de matricule est incorrect. Voilà. Donc, les informations personnelles, on va ici taper Jean avec son numéro de registre national. Ça va être important aussi puisque en tant qu'architecte, vous devez évidemment signer les plans. Donc, vous verrez à la fin comment ça se passe. Euh, et donc, c'est important d'avoir votre registre national. Voilà. Voilà. Et on va enregistrer les données qui ont été complétées. C'est le même principe pour chaque personne de contact. Si j'ai rajouté une personne de contact, enfin un intervenant qui n'est pas nécessaire, je vais au bas du formulaire et je clique sur supprimer. Ça va me supprimer cet intervenant. Donc, si vous avez oublié de compléter un des intervenants, vous verrez que vous pouvez évidemment toujours venir compléter le formulaire euh, tant que vous n'avez rien envoyé à l'administration. Alors, information importante aussi, ici, on va compléter l'objet de la demande. Donc, d'abord, vous pouvez taper le nom que vous souhaitez pour votre projet. Par exemple, ici, formation à l'ordre des architectes. On va vous demander si les travaux ont déjà été réalisés ou non. Et ici, vous allez taper l'objet de la demande. Par exemple, construire une annexe. On vous demande ici de vous limiter à 300 caractères, vous le voyez ci-dessous, parce que ça reste un objet, ce n'est pas une note explicative. Donc la note explicative, elle vient évidemment après, au moment où vous allez compléter la demande avec toutes les annexes. Mais donc ici, il faut vraiment rester restreint sur l'objet de la demande. Les types des travaux que vous allez effectuer, que vous connaissez aussi. Donc si vous réalisez des abattages d'arbres, vous allez retrouver ici abattre, déplacer des arbres, tout ce qui concerne les enseignes, ou par exemple construire une demande avec l'intervention d'un architecte. Et on va ensuite géolocaliser le projet. Donc, vous tapez le nom de la rue, son numéro, vous cliquez sur la petite ligne bleue et vous allez voir qu'on va vous géolocaliser automatiquement. On zoome un tout petit peu et alors on a des outils ici pour sélectionner des parcelles. On peut aussi identifier des points, par exemple pour des abattages d'arbres, on va prendre la petite punaise, on va punaiser un point sur la carte et on peut aussi dessiner des objets spatiaux comme ceci pour avoir différents polygones. Si certaines choses ne sont pas utiles, on s'est trompé, on veut revenir en arrière, on clique sur l'objet, voilà, et tiens, celui-là ne fonctionne pas. On peut aussi utiliser les petites croix ci-dessous. C'est plus sur la petite croix qu'il faut faire, en fait. C'est plus simple. On peut aussi désélectionner, mais effectivement, les croix, c'est bien plus simple. Et donc, on va garder uniquement la parcelle qu'on souhaite géolocaliser. Vous voyez aussi que partout dans l'application, vous avez toujours un bouton enregistrer et un bouton suivant. Si vous décidez qu'à un moment donné, vous devez vous arrêter et que vous voulez compléter par la suite, vous allez enregistrer le formulaire. Vous sortez de votre demande, le formulaire est enregistré. Si vous continuez jusqu'au bout, le fait de cliquer sur suivant, du coup, ça enregistre la demande au fil de l'eau. En fait, Donc, un brouillon est créé à chaque fois. En fait, à partir du moment où Gabriel a commencé la demande là, il y a un brouillon qui est créé que vous pouvez réaccéder à n'importe quel moment dans la plateforme. donc ici, vous êtes à la suite finalement de la géolocalisation. On va faire une recherche dans les cartes
pour détecter donc d'une part les parcelles dans le cas où il y en a, et alors on fait une urbananalyse un peu comme dans Brugis, où on vous dit dans quelle zone d'affectation vous êtes au niveau du PRAS, au niveau du RRU, quelle zone d'enseigne de publicité, la zone d'accessibilité aussi. C'est aussi dans cet écran que vous allez voir si vous êtes sur une parcelle sur laquelle il y a un bien classé, par exemple, ou si vous êtes sur une couche catégorie 0 de la carte de la reconnaissance de l'état du sol. Ça se situe ici. Si vous avez envie d'avoir un rapport complet, vous pouvez cliquer ici pour télécharger et vous allez générer la même chose que dans Brugist, un rapport avec des petites cartes et toutes les zones, comme le PRAS, s'il y a des PPS aussi, permis de tir, toutes les zones sur lesquelles se situe votre projet. Voilà. Alors, l'idée du projet, donc ici, selon ce que vous allez sélectionner, on va vous ouvrir ou non d'autres questions sur le formulaire. Donc ici, je vais sélectionner que euh, les superficies planchées ou les affectations sont modifiées. Donc par exemple, vous passez d'un logement à du bureau, vous modifiez les affectations, vous allez cliquer sur le petit bouton. Si vous aviez 1000 m² de logement, vous diminuez à 500 m² de logement, vous cliquez sur « Je modifie les superficies planchées ». Demain, pour les emplacements de stationnement, s'il y a une modification, vous devez cliquer sur ce bouton, que ça soit pour les vélos, pour les motos, pour les voitures ou les emplacements PMR. Ici, vous avez une série de champs aussi qui vont permettre d'ouvrir d'autres choses dans l'application, mais qui concernent plus les infrastructures, donc tous les projets métro, par exemple. Si on clique sur ligne de métro, on va ouvrir d'autres champs. Je ne vais pas le faire là parce qu'il y en a énormément à compléter, mais c'est ce même système qui fait que ce que vous allez cocher va définir la suite pour compléter la demande. Donc voilà, ici j'ai cliqué sur je modifie les superficies planchées. On me demande si je touche aux surfaces de déperdition thermique. Donc ça, c'est par rapport à la PEB. Si j'indique que je touche aux surfaces de déperdition thermique, plus tard dans le formulaire, on va me demander d'introduire un document proposition PEB. Alors, ici, on me demande si je modifie les étages. Pourquoi? Parce que quand je vais compléter mes superficies de plancher, ben, on va me proposer des champs, du coup, en rapport avec ça. Donc, ici, je vais le faire. Mon étage le plus haut, c'est le 1. Et ici, mon étage le plus haut, c'est le 2. Donc, plus tard, vous verrez que je pourrai compléter les informations en fonction des étages. Alors, dans le cas où vous avez des projets écoles, donc avec la procédure simplifiée, ou dans le cas où vous avez des projets avec des logements, on vous pose aussi des questions. Donc, est-ce que vous modifiez un équipement d'intérêt collectif ou de service public? Si je note oui, je peux sélectionner s'il s'agit d'une école ou s'il s'agit d'un autre équipement. Par exemple, une salle des fêtes. Donc ici, je vais mettre école et on va me demander aussi des choses en plus. Quel est le nombre d'élèves? Donc, on va dire que j'en avais 50 et je passe à 100 élèves, donc je double la capacité de l'école. Par contre, je ne vais rien changer au niveau des logements. On ne me pose pas la question. Si jamais oui, on va me demander des éléments par rapport au fait qu'il y ait des logements sociaux dans le projet. Donc ça, c'est pour identifier si votre projet, finalement, il est soumis à la procédure accélérée pour les logements sociaux. Voilà. Alors, l'écran des superficies de plancher, on sait que ce n'est pas l'écran le plus facile à utiliser. Donc, on va essayer dans le futur de modifier ça, mais en attendant, il faut le compléter comme ça. Donc, je vais d'abord sélectionner l'affectation que je souhaite remplir. Par exemple, j'ai du logement. J'ai le choix entre ajouter du logement à tous les étages, auquel cas, hop, on me met déjà les champs prédéfinis pour chaque étage. Je vais supprimer pour vous montrer l'autre sélection. J'aurais pu aussi supprimer le logement à tous les étages. Si maintenant je n'ai du logement qu'au deuxième et au premier étage, je vais aller manuellement compléter au deuxième étage. J'ai maintenant 500 m² de logement. Et vous voyez qu'il ne me propose pas évidemment de situation existante puisque j'ai coché précédemment que l'étage numéro 2
C'était une nouveauté dans le projet. Pour l'étage numéro 1, je vais aller aussi faire une modification. Et voilà. Donc, en principe, si je sauve mon écran comme ceci, on va me dire qu'il y a un souci. Puisque plus avant dans le formulaire, j'ai dit qu'il y avait de l'équipement scolaire. Donc, on me dit, vous devez compléter une affectation de type école publique ou privée pour pouvoir continuer. Donc, je vais aller cliquer ici sur l'affectation équipement scolaire. De la même manière, je vais ajouter ici, maintenant, à l'étage 0 de l'équipement, journal 500, et je vais aussi rajouter 500 mètres carrés d'équipement. On calcule pour vous aussi tout ce qui est superficie totale, par étage, par affectation. Donc ça, vous trouvez ici. Donc vous pouvez toujours vérifier si ça colle bien, évidemment. Alors, ici aussi un écran important. Certains projets ont des particularités. Par exemple, vous avez énormément d'emplacements de stationnement pour les autos. Vous allez devoir analyser, rédiger un rapport d'incidence. C'est important de l'indiquer ici. Si ça arrive rarement maintenant, mais vous avez un certificat d'urbanisme, vous allez devoir cocher cette case. Ou si vous faites un permis modificatif, vous allez aussi devoir compléter certaines données. Euh, pour, si vous ne rencontrez aucune des données ici, on va noter qu'il n'y a aucune particularité. Donc, c'est vraiment comme ce que vous retrouvez dans l'annexe 1 demande de permis. On a juste digitalisé ce formulaire. Alors, pour l'exemple, je vais prendre un rapport d'incidence et je vais passer à la suite. Alors, on arrive aux caractéristiques. Ici, on va aussi devoir compléter certaines choses, dont la superficie de la parcelle, ou en tout cas de la zone que vous avez sélectionnée comme étant projet. Ici, on vous propose de base un chiffre. Si c'est une parcelle, c'est la parcelle, la superficie de la parcelle. Parfois, il se peut qu'il y ait des erreurs parce que les bases de données ont été mises à jour au niveau du cadastre ou au niveau des couches qu'on va récupérer. Et donc, évidemment, vous avez toujours la possibilité de changer ce chiffre. Donc, ça sauvera votre information. Si finalement, vous voulez récupérer ce qu'il y avait avant, on tape sur recette et on tombe sur la valeur qui avait été prédéfinie. Ensuite, vous allez devoir définir si vous utilisez un des cas suivants. Ici, on a beaucoup de problèmes dans le sens où les gens ne comprennent pas que ce qu'ils vont cocher va générer finalement d'autres champs. Donc, si vous avez du logement, vous devez évidemment prendre que c'est une construction hors sol, euh, emprise de la construction, superficie imperméable. Tout ça, vous devez remplir pour ce genre de construction. Si vous ne le cochez pas, ben, vous ne pourrez pas remplir les champs qui sont pris dans l'annexe 1 et qui sont nécessaires. Même chose si vous avez une citerne de pluie qui est nécessaire dans le projet, vous cochez et vous pourrez compléter les volumes d'eau de pluie. Vous voyez aussi que partout dans l'application, vous avez des petites infos, un petit point d'interrogation. Donc, on vous dit, on vous donne des définitions, on vous donne plus d'informations sur ce qu'on attend de vous au niveau de l'application. Ici, pour le cas, je prends la construction hors sol. Et donc, là, je vais compléter les champs total de la superficie de plancher, pardon. Par exemple, le volume total des constructions hors sol, l'emprise aussi également. Donc, ne faites pas attention aux données que je complète, elles sont évidemment erronées. Et la superficie imperméable. Les toitures vertes, il y en a aussi, important. Et les citernes, on les a déjà complétées. Alors, on arrive aussi aux emplacements de stationnement, puisque précédemment, on a dit qu'il y avait des modifications à ce niveau-là. Si j'avais dit que je ne modifiais pas les emplacements de stationnement, dans ce cas-là, je n'aurais pas reçu cet écran ici dans le formulaire. Donc ici, je vais prendre l'exemple des nombres. On a des emplacements couverts. On va aller compléter pour le 0 les emplacements et
le nombre d'emplacements PMR parmi ces 123. Donc, dans les 123 emplacements, j'avais 50 emplacements PMR et parmi les 520 projetés, j'en ai 70 qui sont des emplacements PMR. Encore une fois, vous avez les totaux qui s'affichent ci-dessous. Et on arrive ensuite à tout ce qui est réglementation. Donc, votre projet, évidemment, il va dépendre aussi des réglementations qui sont en cours sur la zone. Le PRAS, évidemment, s'applique toujours, le RRE aussi, donc ils sont précochés. Si j'avais eu sur la carto un PPAS ou un permis de lotir, l'application aurait coché automatiquement le champ PPAS ou le champ permis de lotir. Ici, ce n'est pas le cas, donc il ne coche pas. Dans le cas où vous ne voyez pas quelque chose qui devrait s'appliquer, quelque chose auquel on n'aura pas pensé, vous pouvez toujours sélectionner autre et indiquer vous-même le règlement qui devrait s'appliquer. Dans le cas où vous dérogez au RRE, par exemple, vous allez dire oui, je déroge et vous allez ajouter une dérogation ici. Comme on a sélectionné plus haut RRE, on vous donne la donnée RRE. Si vous avez sélectionné RCU, donc le règlement communal d'urbanisme, on vous aurait donné aussi dans la liste la possibilité de choisir le règlement communal d'urbanisme. Ici, on va dire je déroge à l'article 6 du titre 1 du RRU et on va donner le pourquoi de la dérogation. Par exemple, si vous êtes en intérieur d'îlot ou si vous êtes plus profond que ce que vous pouvez l'être, c'est ici que vous allez devoir le motiver. Donc, vous pouvez aussi ajouter des prescriptions, c'est-à-dire que au niveau du PRAS, parfois, on est soumis à certaines prescriptions, donc c'est ici que vous allez les ajouter aussi. Si je n'en ai pas besoin, donc je vais cliquer sur la petite poubelle. Voilà. Alors, écran très important aussi, les documents, puisque l'arrêté de composition vous dit, en fonction de vos projets, vous allez devoir joindre certains documents à la demande. Tous les documents qui sont requis par l'arrêté de composition se situent sur cet écran. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez, pour chaque projet, remplir tous les documents. Ça dépend vraiment de votre projet. Ça reste comme quand vous introduisez une demande de papier, en papier. En fonction de l'analyse que vous avez du dossier, vous allez compléter l'un ou l'autre formulaire. Ici, vous verrez qu'on a plusieurs catégories. Donc, ceux-ci, ce sont les documents qui sont considérés comme obligatoires selon ce que vous avez complété auparavant. Mais les règles ne sont pas encore assez fines. Donc, on sait bien que, par exemple, vous n'avez pas besoin d'un avis du SIAMU dans tous les cas. Donc, au final, c'est vraiment en fonction de votre expérience et de l'arrêté de composition que vous allez compléter l'un ou l'autre document. Seuls certains documents vont être totalement obligatoires. Par exemple, en principe, donc ici je vais ajouter une note explicative euh, pour que vous ayez une vue sur le comment. Euh, voilà. J'ai pu sélectionner parmi une liste, mais vous pouvez aussi faire un drag and drop, donc glisser le fichier ici pour qu'il puisse s'ajouter au document. En principe, si je vais essayer d'aller plus loin, il me dit, vous n'avez pas fourni de documents pour toutes les catégories. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir continuer? Si vous mettez oui, vous pouvez continuer. Si je vais revenir en arrière. Le but étant quand même que vous complétiez tous les documents requis, puisque s'il manque des documents à l'administration, on sera obligé de déclarer incomplet. Donc, le but, c'est d'avoir les dossiers les plus complets possibles pour que la procédure avance relativement vite. Et donc, vous allez faire ce travail sur l'ensemble des catégories. Par exemple, j'ai un rapport d'incidence. Je vais aller sélectionner une note préparatoire et je vais ajouter le document rapport d'incidence. Idem pour les études d'incidence, les photos, etc.
Vous voyez ici que j'ai un document chargé, donc je vois bien que les endroits où j'ai téléchargé quelque chose. Alors, on a mis quelques consignes ici, elles sont importantes. On souhaiterait que vous ne chargiez qu'un type de document par catégorie. Donc, une note explicative, on la charge ici et on ne va pas la mettre dans photo. Sinon, l'administration, elle va recevoir des doublons et donc c'est très, très compliqué d'analyser des dossiers où il y a des doublons. Vous ne devez plus non plus charger l'annexe 1 demande de permis que vous pouvez trouver sur le site d'Urban. C'est l'application ici qui va vous générer automatiquement l'annexe 1. Vous le verrez juste à l'écran d'après. Alors, ce qu'on a aussi souvent, c'est des gens qui vont faire un énorme document avec tous leurs documents, donc photos, notes explicatives, plans. Ils vont aller le charger dans toutes les catégories ou bien dans une catégorie. Ça ne marche pas. Il faut vraiment que ça soit une note explicative dans note explicative, des plans de réalisation dans plan de réalisation. Donc voilà. Et donc, je le répète encore une fois, si tous les documents ne sont pas nécessaires, eh ben, il ne faut pas compléter les documents qui ne sont pas nécessaires. Il ne faut pas mettre non plus des pages blanches dans chaque catégorie. Ça ne nous aide pas du tout. Alors, donc ici, vous voyez aussi que on renomme vos documents. C'est-à-dire que vous avez peut-être appelé la note explicative note explicative bara. Nous, d'office, on va venir ajouter un suffixe, un préfixe au nom du document qui porte finalement le nom de la catégorie. Ceci pour une meilleure gestion au niveau de nos outils informatiques internes. Donc ne vous étonnez pas, c'est normal. Qu'est-ce que je peux vous dire encore ici d'important? Oui, donc il y a seulement certains types de fichiers qui sont autorisés. Donc vous voyez, JPEG, JPG, PNG, PDF. On ne va pas avoir de Word. Et alors, on a une exception aussi pour les documents PEB, puisque vous pouvez avoir un document PEB, donc .peb, que vous aurez généré via l'application Altran. Dans ce cas-là, vous pourrez le charger. Les documents doivent faire maximum 100 MO. Pourquoi? Parce que les documents beaucoup plus lourds, on ne pourra pas forcément les ouvrir et les analyser. Donc, il faut vraiment respecter ça et essayer de finalement, comment dire, compresser au maximum les documents que vous nous envoyez. Ce qu'on constate aussi souvent, c'est qu'on ne peut pas ouvrir des documents parce que vous avez mis des protections dessus en tant qu'architecte dans vos outils de gestion. Donc, il faut éviter de protéger les documents parce que nous, après, derrière, on est bloqué. Et aussi, on n'a pas besoin d'avoir toutes les couches que vous utilisez pour votre travail. Donc, les documents que vous envoyez à l'administration, il faut qu'ils soient les plus simples techniquement possibles. Voilà, pour l'écran document. Ok. Alors ici, on arrive à la fin du formulaire. On a un récapitulatif de tout ce que vous avez introduit, que ce soit au niveau des participants, donc vous pouvez vérifier que tout est bon, les informations de la demande, géolocalisation, etc. Tout est ici, donc n'hésitez pas à contrôler qu'il ne manque rien, puisqu'une fois que vous allez envoyer la demande à l'administration, vous ne pourrez plus revenir en arrière et donc s'il manque quelque chose, il faudra attendre que l'administration vous dise «Ok, ce n'est pas complet, il faut compléter». Cet écran, il est aussi important pour le demandeur, puisque une fois que vous avez fini votre travail, le demandeur doit un petit peu vérifier que tout est OK pour lui, donc il va pouvoir vérifier ici. Si quelque chose n'est pas OK, il suffit de cliquer sur le petit crayon. Je vais le faire ici à la fin. Et on repart dans le formulaire où on peut modifier ce qu'il faut. On peut le faire uniquement si on n'a pas signé la demande, puisque si c'est signé, a priori, c'est que c'est bon. Je vous montrerai après, mais, enfin, ou Jean-Baptiste vous montrera après, mais si vous avez signé allez, la demande et que le demandeur après vous dit, mais en fait, il y a quelque chose qui ne va pas, vous allez devoir enlever votre signature pour pouvoir corriger les éléments nécessaires. Voilà. Alors ici, je vais avancer vers la page de signature. Donc, vous voyez qu'on me demande
de signer en tant que demandeur. Donc, j'ai compris que la validation de la demande, vos signatures sur les plans et l'ensemble des documents. Donc, euh, tous les documents que vous entrez via la plateforme, via ces signatures, ils sont automatiquement signés, même s'il n'y a pas de visuel. Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours apposer des signatures sur chaque document, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Donc, ici, je signe la demande. Si je retourne en arrière, je n'ai plus les petits crayons, je ne peux plus rien modifier. Je n'ai plus de retour en arrière normalement possible. Alors, Jean-Baptiste, ici qui est mon architecte, va devoir aussi signer la demande. Donc, pour ce faire, vous voyez, pas encore signé, bah, il faut que je l'invite à participer à la demande. Donc, je vais cliquer sur Inviter à signer. Donc, j'ai l'adresse de la personne qui est ici. Si elle n'est pas bonne, je peux encore évidemment la changer. Je peux euh, modifier l'adresse. Ici, c'est bien la bonne, donc je la garde. Je vais lui attribuer un rôle. Donc, dans l'application, on a plusieurs rôles enfin, en fonction de ce qu'on va choisir comme rôle, on pourra faire certaines actions ou non. On va vous montrer ça juste après. Donc ici, je vais lui donner le rôle de gestionnaire et je vais lui demander de s'authentifier dans la plateforme. Voilà. Alors là, il a reçu l'invitation, il va se connecter et puis il va partager son écran pour vous montrer comment ça se passe. Vous verrez ici qu'on peut inviter une personne à rejoindre le dossier en cliquant sur ce petit bouton. Et alors, chose très importante, plusieurs personnes ne peuvent pas compléter le formulaire en même temps. Donc, quand vous avez fini de travailler dedans, il est nécessaire de sortir du formulaire. Comment? En cliquant sur Mes demandes ici. Ça libère le dossier. Donc, Jean-Baptiste, quand il va se connecter, il va pouvoir entrer sur la demande. Donc là, je te redonne la main, Jean-Baptiste. Ouais, je vais essayer de partager tout mon écran, comme ça je peux montrer que j'ai reçu aussi un mail Ouais. m'indiquant que tu as voulu collaborer avec moi. Comment est-ce que je quitte? Vous voyez? Je pense que c'est moi là, non? C'est ça. Il me dit que je suis en train de partager, moi. Il faut que tu arrêtes ton partage, peut-être. Ah oui, oui, j'ai trouvé, ok. Voilà. Je pense que c'est ok. Voilà, ouais. C'est bon? Oui, maintenant je vois. Je passe toute ma boîte mail, mais donc voilà. J'ai reçu un mail de MyPermit qui m'invite à m'authentifier pour signer une demande de permis d'urbanisme. Je vais cliquer sur accéder à la demande. Hop, j'étais déjà connecté, mais c'est pas très grave. Comme j'étais déjà connecté, je suis directement arrivé sur la demande. Si vous n'étiez pas connecté, il vous aurait demandé d'utiliser votre EID pour vous connecter. Donc j'arrive directement sur le dossier et donc là, je suis invité à compléter la demande. Je vais cliquer là. Alors compléter la demande, là, en l'occurrence, c'est la signer. On vous montrera d'autres fonctionnalités plus tard, mais je vais ici. Dans signature, je vois bien que Gabriel a signé la demande. Oups. Et moi, je suis aussi invité à signer la demande. Et voilà, donc c'est signé. Donc potentiellement, la demande est complète. Elle est prête à être envoyée. Et si je clique sur envoyer la demande, eh bien, elle sera soumise auprès de l'administration qui accusera réception. Et donc, l'instruction commencera pour votre demande. Je ne sais plus si on voulait montrer ça ou pas, Gabriel, ou si je passe directement peut-être à la partie. Pardon, vous voyez tout. Attendez, je vais partager juste mon écran MyPermit. Sur la partie justement mes demandes, etc. Tu avais encore des choses à montrer ou pas, Gabriel? Non, maintenant, tu peux montrer la suite et après, je reprendrai la main pour le reste. D'accord.
OK. Voilà, donc là, c'était une demande qui peut être envoyée. Ce que je vais vous montrer maintenant, ce sont surtout des aspects pratiques par rapport à la collaboration, comment retrouver ma demande et aussi les petites subtilités qu'il y a par rapport au système pour gérer cette demande. Le premier point, je vais vous montrer parce que je suis dessus. Si je fais retour dans la demande, disons que là, je l'ai signé, j'ai possibilité d'annuler ma signature. Si je clique dessus, j'annule ma signature. Néanmoins, Gabrielle, elle, a toujours signé une signature. Donc, c'est quelque chose, c'est une dynamique à prendre. On comprend que ce n'est pas toujours évident. Malheureusement, c'est le seul moyen pour valider que tout le monde est d'accord sur le dossier qui est soumis ensemble. Et donc, si je fais retour ici, vous voyez, je reviens sur le récapitulatif de la demande que Gabriel vous a montré, mais je ne peux pas retourner dans les étapes. Tout à l'heure, il y avait un petit crayon qui vous aurait permis, par exemple, d'aller changer les intervenants de la demande ou d'aller changer des éléments de la demande. Mais comme Gabriel a signé et qu'elle n'est pas au courant, il faut que tout le monde ait invalidé sa signature pour pouvoir effectivement faire des changements sur la demande. D'accord? Donc là, si je fais retour, en fait, je ne vais pas pouvoir. La demande, j'ai un petit message si vous voyez en bas, la demande a déjà été signée par une personne. Ce n'est pas possible de l'éditer. Donc, si je voulais rééditer la demande, changer un intervenant, changer une surface, changer quelque chose, il faut que dans l'écran de signature ici, Gabriel se connecte. Donc, votre client, si c'est par exemple, ça peut arriver, qui aurait peut-être signé immédiatement alors qu'il ne vous avait pas mis au courant ou il ne savait pas qu'il fallait changer des fichiers dans les documents à soumettre, eh ben, il faudrait que Gabriel se connecte et là, elle pourrait, de la même manière que je l'ai fait ici, annuler sa signature. Et une fois que tout le monde a annulé la signature, alors on peut rééditer le dossier. D'accord? Donc c'est une petite subtilité, c'est important de le savoir pour que vous puissiez naviguer. Le deuxième point, c'est que il y a des rôles dans l'application. Donc, je vais vous le montrer tout de suite. Je pense que en tant que, je ne sais pas si je suis gestionnaire directement ou pas, Gabriel. Oui, je t'ai mis comme gestionnaire. Oui. Ah ouais, donc je l'ai envoyé. C'était pas le but. Il a cliqué automatiquement. Je ne voulais pas cliquer. Je vais te montrer Ah non, quand tu mets valider. hop. Donc, on reçoit un petit message ici qui dit que c'est bien envoyé. On a un petit formulaire de satisfaction. Ça ne constitue pas une attestation de dépôt, donc vous allez recevoir par ailleurs une attestation de dépôt de l'administration, parce que pour le moment, c'est toujours manuel, il y a toujours un check derrière. Il y a une vérification quand même du dossier qui est faite, une pré-validation. Monsieur Lapote me disait tout à l'heure un ADD sous 3 semaines. Je pense que ça, c'est juste qu'il y a eu une erreur au niveau de l'administration. Normalement, c'est beaucoup plus Oui, rapide c'est parce que normal. les agents sont mis au courant quasi immédiatement via leur interface qu'il y a une demande et donc ils peuvent au moins faire l'accusé de dépôt de dossier rapidement. Je peux revenir donc sur mes demandes ici. Et donc mes demandes, en fait, c'est votre tableau de bord MyPermit. On a vu comment introduire une nouvelle demande, mais dans mes demandes, j'accède à toutes les demandes qui auraient été faites ou la demande, si je suis un particulier, je ne vais pas faire des demandes toutes les 5 minutes, mais les demandes qui me concernent et pour lesquelles je suis amené à travailler auprès de l'administration. Donc vous voyez, on a mis plein de filtres qui permettent, pour vous, les architectes qui auraient pas mal de clients, plusieurs demandes en cours, etc., de faire des recherches par commune, de vérifier les statuts des demandes, si le permis a été octroyé, si je vais chercher par exemple toutes les demandes qui sont en brouillon. Donc on le disait tout à l'heure, en brouillon, ce sont des demandes qui sont en cours d'élaboration avec vos clients, euh, mais qui n'ont pas encore été soumises auprès de l'administration. Les demandes en traitement, prêtes à envoyer, c'est qu'elles ont été signées par tout le monde. Donc on a plusieurs filtres comme ça de recherche. Et on a aussi la possibilité de chercher les demandes qui sont partagées avec moi. En l'occurrence, aujourd'hui, je vais vous montrer un peu les demandes qui sont partagées avec moi parce qu'on voulait vous montrer deux, trois autres aspects une fois qu'une demande a été soumise. Et on revient sur le début qui est comment ajouter des compléments, comment suivre mon dossier, comment voir qui travaille sur un dossier. Je vais prendre un dossier qui m'est partagé ici. Et ça se présente comme ça. Un dossier qui a déjà été soumis,
on peut revenir dessus tout le temps dans mon écran Mes demandes. Donc là, des fois, il y a une petite gymnastique aussi. C'est MyPermit, c'est un tableau de bord. Il va sauvegarder tous les dossiers sur lesquels vous travaillez et vous pouvez revenir à tout moment pour les consulter, voir ce qu'il y a à faire. Et c'est quelque chose qui est dynamique. Il faut comprendre que vous, de votre côté, vous êtes côté demandeur. Quand vous avez soumis, l'administration va traiter votre dossier et va réaliser des actions. Les actions que l'administration réalise ont parfois des conséquences sur votre vue demandeur. En fonction des actions qui sont faites, vous allez pouvoir effectuer des actions sur le suivi de votre dossier. En l'occurrence, là, sur le dossier que Gabriel m'a partagé, alors ce n'est pas le meilleur exemple parce qu'on est déjà sur un dossier cas qui est déjà bien avancé, mais je peux notifier la date de début des travaux de mon dossier. Quand on demande des compléments, on va avoir un bouton avec Ajouter des compléments sur mon dossier. Quand on va être en phase de permis octroyé, on va pouvoir introduire un recours sur mon dossier. Donc tout ça, c'est en fonction de l'avancement du dossier, on voit différentes actions. Dans mon tableau de bord dossier, donc mes demandes, c'est mon tableau de bord vue générale de tous mes dossiers. Quand je clique sur un dossier, c'est le tableau de bord du dossier. C'est le récapitulatif. Je peux voir les courriers de l'administration. Qu'est-ce que c'est que les courriers de l'administration? C'est tout ce que l'administration a communiqué vers moi en tant que demandeur. C'est un peu en fait votre e-box fédéral, mes versions MyPermit. Dès qu'un dossier a été envoyé par un agent d'Urban ou d'une commune euh, pour votre dossier, il apparaît dans votre box ici. Et à la fois le demandeur et toutes les personnes qui collaborent sur le dossier sont mises au courant et peuvent consulter les documents émis par l'administration. Donc vous, en tant qu'architecte, vous avez le droit aussi de voir l'accusé de réception complet et je peux donc aller le télécharger, l'accusé de réception complet et le voir. Ça, c'est la partie courrier de l'administration, mes courriers. Vous pouvez consulter les documents envoyés. Une fois que vous avez soumis une demande dans MyPermit, vous voyez tous les documents qui ont été soumis dans la demande ici. Ce qui est important de comprendre, on aurait aimé le faire dès le départ, mais techniquement, c'est très compliqué de revenir pour l'instant dans le formulaire que vous avez vu jusqu'à présent. Il n'est pas possible, une fois que le dossier a été soumis, de resoumettre, de repasser par toutes les étapes que vous avez vues précédemment et de revoir tout ce que vous aviez coché précédemment. C'est pour ça que j'en profite. Dans cet écran-ci, vous voyez qu'on retrouve l'annexe 1 qui a été soumise. Quand vous avez fait votre demande tout à l'heure, en fait, j'ai vu un commentaire, une question concernant le nombre de questions posées. Le nombre de questions qui est posé dans MyPermit est quasiment le même que sur votre annexe 1. En fait, vous avez rempli une annexe 1, mais sous format électronique. Et donc, tout ce que vous avez rempli se retrouve dans l'annexe 1 ici. Et vous avez une version Word de cette annexe 1 que vous pouvez éditer. Et si jamais vous devez ajouter des compléments à votre dossier, j'espère que je suis clair, c'est un peu délicat cette phase-là, vous pouvez télécharger le Word qui, qui a été généré en fait quand vous avez rempli le formulaire MyPermit. Et je vais vous montrer juste après comment ajouter des compléments. J'essaie d'aller vite parce que je vois le temps qui s'écoule, mais ça qu'on a pas mal de choses à vous dire. Et vous voyez dans ce Word, je vais retrouver tout ce qui a été. Pardon. Ah pardon, ouais. Je vais changer le partage. Et, je vais arrêter. Bien sur mon écran en général. Voilà, donc là, il m'a ouvert le Word en question. Je retrouve tous les champs qui ont été rentrés dans le formulaire d'origine. Et je vais vous montrer juste après que si on me demande des compléments ou que je reçois un accusé de réception, par exemple un accusé de réception incomplet, et que je dois faire des modifications sur mon annexe 1, eh bien c'est dans ce Word que je vais pouvoir le faire. Je vais le sauvegarder en PDF et le resoumettre à l'administration de cette manière-là. Donc c'est une subtilité, on ne peut pas repasser par le formulaire MyPermit, en tout cas maintenant. Voilà. Tellement de trucs ouverts. Voilà. Donc ça, c'est pour l'écran. Mes documents. Je continue le petit récapitulatif de mon dossier parce que vous allez trouver l'historique de l'allemande. Donc vous allez voir ici, là, il est assez succinct.
Mais vous allez y voir toutes les actions qui ont été faites sur le dossier et pouvoir suivre. Voilà, si vous avez reçu un document, s'il y a eu une mise à jour des accès, par exemple, sur la collaboration, c'est dans cet écran-là que vous allez voir le vécu et la vie de de votre dossier. Et enfin, le dernier écran, c'est gérer les accès à la demande. Ici, il vient d'être mis à jour cet écran. Vous allez retrouver deux aspects. Les personnes qui collaborent à la demande. Donc, tout à l'heure, Gabrielle m'a invité sur un dossier. Et vous voyez ici, elle est administratrice de la demande. Moi, je suis éditeur de la demande. Et donc, nous sommes amenés à collaborer. Le lien vers la FAQ vous dira quelles actions peuvent, enfin, qui peut faire quelle action, pardon. L'administrateur peut quasiment tout faire. Il peut soumettre une demande, il peut supprimer un accès, transférer ses droits d'administration à quelqu'un d'autre. Il peut faire pas mal d'actions. Un éditeur, lui, peut compléter la demande, mais il ne pourra pas la soumettre. Donc, si vous avez un client qui n'est pas très mature en termes de digital ou quoi, même si on préférerait que les clients, en tout cas les demandeurs, soient les administrateurs de leur demande, parce qu'au final, c'est leur demande à eux, euh, eh bien, voilà, vous avez la possibilité de réduire un peu ces droits-là. Et en tout cas, un éditeur ne peut pas soumettre. Et on a un autre rôle, voilà, FAQ, de gestionnaire. Et lui, le gestionnaire peut être soumettre. Et donc, ce qu'on recommande, en fait, c'est que le demandeur soit quand même l'administrateur de sa demande, mais qu'il vous mette un droit à vous de gestionnaire, parce que le gestionnaire peut soumettre ici une demande à l'administration. Il peut envoyer des compléments. Par contre, il ne peut pas transférer les droits d'administrateur ni supprimer une demande qui n'a pas été encore envoyée. Voilà. Voilà. Euh, il est embêtant, hein, cet écran-là, il me gêne. Et ici, ce qu'on a fait aussi, c'est on a repris la liste des participants à la demande qui avait été entrée d'origine. Vous avez vu au premier écran, un architecte avait été déclaré, etc. Et donc, on reprend cette liste-là pour bien identifier qui était le demandeur principal, qui a été l'architecte. C'est pour des raisons, voilà, pour les échanges avec l'administration et pour retrouver qui fait quoi. Parce qu'il nous arrive qu'on reçoive des tickets pour nous dire, mais je ne sais plus qui intervenait sur la demande. Donc, on a fait cet écran la dernière. Donc voilà pour votre interface MyPermit, tableau de bord. Je vais vous montrer très rapidement comment ajouter des compléments à une demande et comment lier un dossier papier. Juste pour vous montrer, ça c'était la page d'accueil de MyPermit. On arrive dans cette section qui est compléter une demande existante ou signer. Quand je clique dessus, en fait, je retourne directement dans mon écran Mes demandes. Je vais aller juste chercher le numéro de dossier. Là, il y a un petit moteur de recherche, hein, sans suite. Et vous tapez, c'est pas le bon. 1, 6, 5, 4, 8, 1, 9, 1. Il y a un 9 en trop. 6. Voilà. Donc là, je retrouve mon dossier qui est un dossier qui m'a été partagé. Et là, dans le statut de mon dossier, j'ai très probablement reçu dans mes courriers un accusé de réception incomplet. Je vois qu'il y en a un complet aussi, mais je peux ajouter des compléments à mon dossier. Et je retombe en fait sur l'écran similaire à ce que vous avez vu tout à l'heure quand vous faites votre demande dans MyPermit. Je peux ajouter des compléments. Donc, formulaire de demande de permis d'urbanisme, c'est l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. Si je dois changer mon annexe 1, je vais pouvoir cliquer ici et glisser une nouvelle annexe 1 en PDF qui va remplacer la précédente et donc qui va me permettre de mettre l'annexe qui a été modifiée. Donc, je peux ajouter des nouveaux documents, remplacer des documents qui devaient être changés. Et une fois que c'est fait et que je suis satisfait, je vais cliquer sur Continuer.
Il me dit, voilà, c'est ça que vous allez ajouter en plus dans votre demande. C'est un petit récapitulatif supplémentaire. Et on va retrouver notre écran de signature similaire à ce que nous avons vu tout à l'heure. Là, c'est un vieux dossier, donc il est pas à jour, mais en tout cas, on va devoir signer la demande de complément telle qu'on l'a vu tout à l'heure. Vous voyez, le principe est exactement le même que précédemment, avec cette subtilité de l'annexe 1. Le dernier point que je voulais vous montrer avant de passer à la partie suivi du dossier, je vous fais juste un petit récap. On a introduit une nouvelle demande. On est en phase d'instruction de nos dossiers. On peut ajouter des compléments, suivre la vie de mon dossier. Et Gabriel va vous montrer après. Le dossier a été octroyé, le permis a été octroyé. Il y a des actions qui sont faisables aussi une fois que l'octroi a été réalisé. Le seul point que je dois vous montrer encore, je me dépêche, c'est le fait que on peut aussi, l'administration va vous demander pour un dossier papier d'introduire une version électronique du dossier. C'est une obligation du COBAT et donc c'est aussi via ce menu-là dans mes demandes que vous allez devoir lier un dossier papier. Cette notion est souvent mal comprise, donc accrochez-vous. C'est pas si compliqué. Quand on a introduit un dossier papier, on a reçu un document de l'administration me demandant d'introduire électroniquement. Il y a un petit laïus qui me dit qu'il faut lier le dossier papier. La liaison, qu'est-ce que c'est? C'est en gros, on me demande la référence du dossier et un code d'accès unique. Ce code d'accès unique, il vous est communiqué par l'administration. J'ai un exemple ici. Tac. Voilà. Des codes un peu comme ça, ils sont un peu alambiqués, mais vous allez voir que c'est assez simple. Je prends le numéro de dossier en question. Donc, il y a une combinaison numéro de dossier, code d'accès unique. Et ça, c'est un dossier papier, hein. Je le répète, je vais faire accéder au dossier. Il me redemande un contact email comme tout à l'heure. Ça, c'est pour pouvoir communiquer aussi avec la personne parce que maintenant, on a un pendant électronique de notre dossier papier, mais ça n'empêche pas qu'il y ait toujours un dossier papier. Et je peux introduire la version numérique de mon dossier papier via les actions MyPermit. Le point le moins bien compris par tout le monde, c'est que ce code d'accès unique, il est utilisé qu'une seule fois. Là, mon dossier, il est lié. Si jamais je veux travailler avec quelqu'un d'autre sur le dossier, je vais aller ici et je vais donner un accès au dossier. Et maintenant, je suis dans MyPermit et je vais toujours retrouver ce dossier dans mon écran Mes demandes. Il n'y a plus besoin d'utiliser le code, il est dans mes demandes, il est là et je peux travailler sur le dossier comme on l'a vu tout à l'heure et ajouter des personnes sur le dossier. Voilà. Je pense que je vous ai tout montré sur la partie instruction du dossier, dossier papier. Donc, Gabriel, maintenant, je te laisse la main sur le suivi après délivrance. Oui, merci Jean-Baptiste. Euh, un petit instant. Hop, voilà. Donc, il y a deux choses que je souhaiterais vous montrer. Donc, c'est d'une part, effectivement, comment ça se passe quand vous avez reçu une décision sur un dossier, une demande. Et alors, une chose aussi concernant les changements d'autorité dans l'application. Donc, vous allez constater que parfois, euh, les dossiers donc, peuvent être orientés vers Urban, c'est une demande de permis régional, et que pour X raison, ça ne devait pas aller à la région, mais que ça devait aller à la commune. Dans ce cas-là, vous ne devez rien faire, c'est évidemment l'administration qui va procéder au changement d'autorité. Donc, pour vous montrer un exemple, voilà. Ah, hop, 537.
vous avez ici le dossier tel qu'il est euh, actuellement. Donc, c'est l'administration régionale qui gère le dossier, mais auparavant, c'était la commune. Et donc, dans ces cas-là, vous allez avoir quelque chose ici à la droite qui dit que c'est l'ancien dossier qui a eu un changement de procédure ou d'autorité. Et donc, votre nouveau dossier se situe à gauche. Il n'y a pas d'impact de votre côté, si ce n'est que vous allez recevoir une deuxième attestation de dépôt de la nouvelle administration. Euh, également, vous aurez la même chose lorsque vous avez une saisine du fonctionnaire délégué. Donc, dans certains cas, l'administration communale n'a pas eu le temps de donner une décision et le délai est dépassé. Dans ce cas-là, ça arrive directement à la région. Et de la même manière, vous allez voir ici, vous avez le nouveau dossier en saisine et votre dossier initial qui se trouve ici. Dans vos documents envoyés dans mes courriers et dans l'historique, vous aurez évidemment l'ensemble de tout ce qui constitue le dossier. Donc, il n'y a pas d'impact. Donc, ça, c'est une chose. Et donc, la deuxième chose, c'est effectivement le suivi après la délivrance du permis. Donc, vous allez avoir plusieurs possibilités pour introduire des documents. Voilà. Donc, première chose, lorsque vous recevez une décision sur un permis, dans certains cas, ça ne convient pas et donc vous avez la possibilité, en tout cas le demandeur a la possibilité d'introduire un recours. Donc, dorénavant, le demandeur peut le faire via la plateforme, directement via son dossier. Donc, vous avez vu, j'ai recherché le dossier sur l'onglet Mes demandes, j'arrive ici et on me donne la possibilité d'introduire un recours. Ce recours est envoyé au gouvernement, comme c'est prévu par le COBAT. Donc, vous avez toutes les mentions, enfin, les données relatives au dossier, dont le demandeur et la géolocalisation du bien. Et alors, vous allez avoir ici les données relatives à la personne qui a introduit le recours pour le demandeur. Donc, ceci, vous devez le compléter. Je suis citoyen, donc on va reprendre mon numéro de registre national. Euh, voilà, je suis l'architecte. Hop. Et on a mon adresse email. Je sollicite une audition dans le cadre du recours, je coche oui. Et ici, je vais pouvoir ajouter le motif du recours. Si j'ai des documents à introduire en plus, je vais pouvoir le faire comme ce qu'on a fait tout à l'heure, hein, en allant rechercher les documents dans mon ordinateur. Je ne vais pas ici envoyer, mais donc quand j'envoie le recours, un document est généré et ce document est disponible dans mes documents envoyés et évidemment le recours est envoyé au gouvernement. De la même manière, on peut aussi, quand on a reçu une décision, enfin on doit plutôt notifier la date du début des travaux. Avant, vous deviez le faire via recommandé, donc il ne faut évidemment plus le faire via recommandé, mais via cette huile, notifier la date du début des travaux. Le principe est le même que pour les recours, si ce n'est que on va évidemment pas vous demander le motif du recours, mais la date du début des travaux et la date d'affichage de l'avis, indiquant que le permis a été délivré. Ainsi que, comme actuellement en papier, les données de l'entrepreneur ou en tout cas du responsable des travaux. Donc, c'est également, comme pour les recours, le fait d'envoyer ce formulaire génère un document récapitulatif qui va se retrouver dans mes documents envoyés et le formulaire est envoyé à l'administration cette fois. Alors pour le moment, on a aussi la possibilité d'introduire une demande de prorogation. Donc vous savez que dans le cas où vous n'avez pas mis en œuvre le permis, dans 2 mois avant les 3 ans après la délivrance, vous pouvez demander sous certaines conditions de prolonger la validité du permis. Donc ça se fait également via cette huile. Que dire? À part que vous avez ici la date de décision qui vous permet de calculer justement jusque quand vous pouvez introduire la demande de prorogation. Et ici, vous pouvez indiquer le motif de la prorogation. Et de la même manière, vous allez avoir un formulaire généré récapitulatif qui va se retrouver dans mes documents envoyés.
Alors aujourd'hui, c'est les seuls cas qu'on ait, mais donc bientôt, vous aurez aussi la possibilité d'introduire des plans as-built en plus. Voilà, qui termine ces explications, je pense. Jean-Baptiste? Oui, oui, oui. On a, Ouais. on a, on a parcouru la globalité des sujets qu'on souhaitait voir vous présenter. Comme on vous le disait, on est bien conscient qu'il y a certains points aussi hein, qui sont améliorables, en particulier l'annexe 1 et le fait qu'il faut j'étais en train de répondre à la question, il faut télécharger le Word et remettre un PDF. Donc MyPermit va continuer d'évoluer au cours de l'année. On a prévu des travaux, notamment il y a la connexion entreprise qui devrait voir le jour avec les travaux de paradigme sur IAM pour la fin de l'année. Donc voilà, Gabriel prend en compte les retours des personnes. On a, je ne sais pas s'il y a d'autres travaux sur lesquels tu souhaiterais, sur les prochaines évolutions à venir. Euh, Pas aujourd'hui, mais donc oui, effectivement, on a beaucoup de choses en cours et en analyse. Donc le but, c'est que d'améliorer la plateforme, d'une part pour qu'on ait un flux 100% digital. Donc, on le disait tout à l'heure avec les permis de pouvoir les introduire, par exemple, sur MyPermit. Et puis, toutes des améliorations continues en fonction des retours qu'on a euh, ben, de vous et d'autres personnes, des gestionnaires de dossiers, pour que l'application soit plus, allez, plus facile, plus complète, on va dire. Voilà. Merci beaucoup pour votre présence. Je ne sais pas, est-ce que vous souhaitez qu'on réponde à quelques questions en live? Il reste 5 minutes ou on répond par écrit à tout le monde C'est comme vous voulez. C'est plus simple pour vous de répondre en live que tout le monde en profite. Il y a quelques questions. Je sais que Gabriel, tu peux répondre en live. Il y en a d'autres. On formalisera un petit peu plus les choses. Ici, j'ai peut-être une question qui vaut la... Enfin, elle vaut toute la peine, c'est pas ça que je veux dire, mais tout à l'heure, je suis passée rapidement sur l'écran intervenant en sélectionnant un architecte en personne physique. Évidemment, vous avez la possibilité d'introduire une société d'architectes. Il suffit de sélectionner l'option dans l'écran, donc société d'architecte, et on vous demandera de compléter le représentant, le nom de la société. Euh, Celle-ci. oui, voilà. Et s'il y a deux architectes, donc ils ne sont pas en personne, Alors, s'il y a deux architectes personnes Ah, physiques qui participent à un dossier, est-ce qu'il y a moyen d'introduire les deux architectes? tu as alors, entendu? oui, oui, j'ai entendu. Il y aura toujours qu'un architecte principal. On a eu la question récemment et pour le moment, ce n'est pas possible. OK. Mais c'est une question qu'on doit analyser. Voilà. Mais pour le moment, c'est pas possible. Il y avait des questions. Je ne sais pas, on voit l'écran de qui là en fait? Le mien? Moi, j'ai coupé mon écran, Ah, il donc n'y a on plus voit l'écran d'écran. de Ok. personne. Tadadin. C'était laquelle là? Des questions sur sur les superficies. Pas de corrélation. Moi, je vais parcourir très rapidement. Pas de corrélation entre la superficie de la parcelle et la superficie introduite pour les travaux. Si, il y a bien une corrélation. Donc, c'est vraiment sur base de ce que vous allez encoder dans l'écran géolocalisation que allez, la superficie va s'indiquer dans l'écran d'après. Ok. Je sais pas s'il faut que je partage mon écran pour qu'on suive en même temps les questions. Ce serait peut-être mieux. Tac. Surface de situation et de droit, c'est une question qu'on a régulièrement. Ça, je te laisse répondre. Oui, par contre, là, tu montes ton écran, mes demandes, mais pas les questions. Mais, Vous voyez pas les questions? Ah zut. Non. Ok. Le but, c'était que vous voyiez les questions, mais c'est pas grave. Ok. donc, comment peut-on introduire les superficies de la situation de droit? Donc, c'est toujours la situation de droit qui doit être encodée dans MyPermit et non la situation de fait, puisque c'est la situation de droit qui compte, allez, pour délivrer un permis. Celle-ci, du plan de localisation. Pourquoi faut un plan de localisation? On répondra peut-être par écrit. Ensuite, il y a, bon, il y a des
Donc, je vais peut-être répondre à la question suivante. Donc, on n'avait pas décidé de simplifier le permis, donc c'est devenu un interrogatoire. Euh, En fait, pour pouvoir simplifier les demandes de permis, il faut passer par une série de questions. Sinon, on n'a aucune chance de capter allez, ce qu'on a besoin d'avoir pour délivrer un permis. Peut-être que pour vous, c'est simple et que vous n'avez pas besoin de tout ça, mais il y a aussi des demandeurs sans architecte, des personnes qui ont un peu moins facile, même dans les architectes en fait. Et donc, ça permet d'aider la personne à compléter sa demande. Alors ici, évidemment, vous avez un formulaire qui est assez mouse, et puis puisqu'il représente exactement l'annexe 1 de la demande de permis, c'est un début et le but, c'est de simplifier ça en mettant beaucoup plus de règles et des choses pour le simplifier. C'est pas le cas actuellement parce que c'est un travail assez gigantesque. Mais donc, le but, c'est bien de simplifier et donc on doit passer par cette étape-là. Après, vous avez toujours la possibilité, si vous trouvez ça plus facile, de le faire en papier. Il n'y a pas d'obligation pour le moment par rapport à MyPermit. Hmm. La question suivante, j'espère qu'on y a répondu. Enfin, j'ose espérer que c'était pour un dossier papier au départ. Le fait qu'on demande des copies papier pour des dossiers électroniques, on l'a vu, hein. Si c'est un dossier papier, il y a une version électronique, mais on doit toujours introduire son dossier en papier. On parlait de 13 copies papier demandées. Là, il faudra peut-être nous envoyer, si c'était un dossier MyPermit 100% électronique, vous nous donnez la référence et qui vous a demandé des copies papier pour un dossier MyPermit, mais je pense pas. Je pense que c'était un dossier papier et j'ai pas l'impression que ce soit le mode de fonctionnement anormal, hein. Non, effectivement, si c'est un dossier papier, malheureusement, la réglementation prévoit que ça doit être en papier et donc on n'a pas vraiment on n'a pas de poids là-dessus. Donc, la seule manière de réduire ça, c'est d'introduire de manière digitale 100%. Et là, vous n'aurez plus de papier à introduire. Mais on est bien d'accord que c'est hallucinant de devoir introduire 13 exemplaires. Je vais cibler un peu les questions parce qu'on a passé l'heure et peut-être que d'autres personnes ont des réunions. Donc, on va y répondre aussi, je pense, par écrit. Comme ça, ce sera bien. Je pense que c'est important que tu puisses répondre, Gabriel, sur celle-ci, par exemple, sur les exemples de documents. Et c'est vrai que sur la pratique, on apprend aussi, hein, en fonction de ce que vous posez, vous, en tant qu'architecte. Si, par exemple, les photos significatives sont dans la présentation A3 des plans, faut-il diviser en deux documents séparés ou peut-on déposer tout dans plan? Actuellement, il faut vraiment que ça soit séparé parce que ça permet d'analyser plus simplement aussi. Quand vous mettez des photos, par exemple, parfois dans des documents, c'est très très lourd à ouvrir. Donc, pour les gestionnaires qui sont derrière, ils doivent ouvrir tous ces documents. C'est pas facile. Et il faut vraiment que les plans soient séparés aussi des photos parce que les plans, après, ils vont aller dans la décision. Donc, il faut vraiment respecter ces catégories. Dans le futur, on essaiera évidemment de simplifier et de proposer des outils pour l'améliorer, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Hmm. Pareil pour la question suivante sur les plans de situation, implantation, c'est vrai que souvent c'est tout sur le même plan à zéro. Bon, là, je pense que est-ce qu'il faut l'uploader une fois ou pas? Doit-on faire une planche Euh, différente pour la situation et pour l'implantation? Pour les petits permis d'urbanisme, l'implantation, situation et plans de réalisation sont sur le même à zéro. En principe, oui. Voilà, après, je pense que c'est moins grave sur ces deux plans-là que sur l'ensemble des autres documents. Hmm. C'est vrai que c'est difficile aussi de faire le distinguo entre les gros permis, les petits permis. Si c'est un petit permis, on parle de le mettre peut-être dans trois catégories, mais finalement, il n'y aura pas énormément, peut-être moins de documents que sur un très gros permis. Si on commence à faire ça, ça devient juste ingérable. Il faut bien se mettre dans l'idée que derrière, l'idée de toutes ces catégories, c'est d'aider les agents à instruire votre dossier de la meilleure manière qui soit. Donc, au plus vous êtes en phase avec ces catégories, au plus la personne qui va recevoir le dossier, elle va pouvoir le traiter plus rapidement et plus simplement. Mais on comprend bien qu'il y a des aspects techniques de votre côté qui n'est pas simple. Des fois, vous faites tout sur le même plan. Des fois, vous recevez les plans d'un de vos collaborateurs qui a tout mis sur le même PDF. Donc, il faut le redispatcher dans les bonnes catégories. C'est un petit peu de gymnastique, mais je pense que ça vaut le coup pour, euh, pour le traitement du dossier et pour la lecture par les personnes. Parce que les agents ont vraiment maintenant des outils métiers électroniques qui leur permettent de voir tous les documents qui sont soumis par catégorie en ligne
et c'est assez efficace. Ils peuvent faire des mesures sur vos plans, etc. On leur a donné des outils pour ça. Donc, au plus votre dossier il est propre, au plus il est facile à traiter, quoi. Voilà. Concernant la question sur les bâtiments, effectivement, c'est pas encore possible dans l'application de distinguer les bâtiments. Voilà. Mais on va vous répondre par écrit, ce sera le plus simple. Euh, Merci en tout cas pour votre présence nombreuse. On espère que ça vous a aidé. L'idée, c'était vraiment, on a reçu pas mal de demandes. Vous montrer comment ça fonctionne, vous montrer les fonctionnalités pour vous permettre d'effectuer vos demandes de mieux en mieux. Et donc, vous avez aussi nos contacts d'aide si besoin. Voilà. Un grand merci à tous. On va clôturer là. Ici. Ah oui. Toujours Au accès revoir. au chat une fois que c'est clôturé. Euh, J'espère bien. En théorie, je suppose. Faire un copy-paste, hein, sinon du chat. Mais c'est compliqué parce qu'il y a énormément de choses. Euh, En tant que backup. En tout cas, on vous laisse vous déconnecter et puis on va rester connecté pour être sûr de ne pas perdre vos questions. Merci à tous. Pas de raison, mais...